La Guinée-Bissau aura aussi son Haut Conseil national du dialogue social. Il fera partie de sa nomenclature étatique. Le ministre du Travail et de la Fonction publique était en visite au Sénégal. Après 5 jours de grève, la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie se repositionne. Le mot d'ordre est fixé à nouveau, satisfaire leur plateforme revendicative. Pape Alé Niang replacé sous mandat de dépôt le parquet suite à la violation de l'article 127 du Code de procédure pénale. Dans son communiqué, explique la révocation du contrôle judiciaire. Et enfin, pour ces grands titres, nous parlons aussi dans cette édition une autre prouesse des soldats de l'économie. Cette fois-ci, c'est dans la région de Kaolack que 25 kg de cocaïne pure d'une valeur de 2 milliards de francs CFA ait été saisis. C'était tout pour ces grands titres de cette édition. Ne quittez surtout pas, car vous aurez le développement dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Je vous l'annonçais dans les titres, les douanes sénégalaises viennent encore de déjouer une autre tentative d'introduction de la drogue d'une valeur de 2 milliards de francs CFA dans le territoire national. La saisie a eu lieu à Kaolack et porte sur 25 kg purs répartis dans 25 paquets de poudre blanche de 1 kg chaque. Après différents tests effectués par des kits de détection de stupéfiants, ils se sont révélés positifs aux cocaïnes, selon le rapport du lieutenant-colonel Alpha Touré Diallo, chef de la division de la cellule de communication des douanes, mardi aux environs de 13h30. Les agents de la brigade du pont Serigne Bassirou Mbacké de Kaolack ont immobilisé un véhicule suspect de marque Toyota Land Cruiser avec une double immatriculation malienne et guinéenne Conakry. La fouille dudit véhicule a permis aux douaniers de déceler des modifications sur la banquette. Cette saisie précède celle inédite de 300 kg de cocaïne à Kidira il y a 2 mois de cela. Évoquons à présent le bilan de l'OFNAC. 186 plaintes ont été déposées et 73 ordres d'ouverture d'enquête en 2022, a affirmé l'ancienne présidente de l'Office national de lutte contre la corruption lors de la passation de service de son successeur, Serigne Bassirou Gueye. Seynabou Diakhaté soulève dans son bilan qu'une quarantaine de dossiers issus des activités d'investigation ont été transmis aux autorités judiciaires chargées des poursuites territorialement compétentes, dont 35 dans la période 2016-2022. Elle rassure que l'OFNAC est à jour dans la remise des rapports. Je vous l'annonçais dans les titres tout à l'heure, avec l'arrestation de Pape Alé Niang, des actes qui s'inscrivent à l'évidence dans une perspective de réitération des faits tendant à diffuser de fausses nouvelles et à saper à coup sûr le moral des troupes. Tels sont les motifs du parquet ayant procédé à l'arrestation immédiate de Pape Alé Niang avant-hier. Cela résulte de l'application stricte de l'article 127 du Code de procédure pénale révoquant le contrôle judiciaire. Rokhaya Pouye parcourt le communiqué publié ce matin. Le journaliste d'investigation Pape Alé Niang a été arrêté à nouveau et placé sous mandat de dépôt par le juge du 2e cabinet Mamadou Seck ce lundi. Dans un communiqué rendu public ce mardi 20 décembre, les raisons de cette arrestation. Dans ce document, l'article 127 du Code de procédure pénale du contrôle judiciaire a été mis en avant et reproché le patron de Dakar Matin de ne pas respecter les termes du contrat. Pape Alé a largement contrevenu à ses obligations en abordant volontairement lors de ses lives sur YouTube les faits poursuivis. Dans ses écrits, il n'en reste pas là. Il précise également que le journaliste a injustement attaqué une autorité de la police et traite les enquêteurs de tortionnaires et de personnes inhumaines. Ce qui montre que Pape Alé Niang n'a aucunement respecté les chartes encadrées par l'article 127 du Code de procédure pénale, que tout contrevenu sous contrôle judiciaire se doit se soustraire. Le journaliste Pape Alé Niang, avant de repartir en prison, a partagé un post dans lequel il pointe du doigt le régime du président Macky Sall sur les arrestations qu'il juge arbitraires. Dans son message, le journaliste prend en témoin l'opinion nationale et internationale sur ces aveux qui semblent être des adieux. Pape Alé dit confier sa famille. Parlons de cette actualité au Sénégal. Une sortie de crise facilitée par la Direction générale des impôts et domaines
accusé d'opération aux allures d'acharnement, enlève une épine du pied des médias. Ce groupe de presse, confronté à son cauchemar, à la limite incessante des fiscs, se voit octroyer un délai de 30 jours pour le dépôt des pièces requises dans le cadre du contrôle fiscal pour un éventuel paiement requis selon les possibilités, une date butoir que le président directeur Bougane Gueye Dany a assisté et paraphé avec le directeur général de la DIGID, Bassirou Sambagnas, lors d'une rencontre. Dans les termes du dit accord, aussi nous renseigne l'autorité de supervision, le conseil des diffuseurs et éditeurs de presse et acté la suspension, durant cette période prédéfinie, les avis à tiers pour que l'entreprise puisse jouir de ses comptes bancaires qui ont été fermés ces temps-ci. L'extradition du métal précieux dans le sud-est du pays vient contribuer dans la caisse de l'État 250 milliards de francs CFA et la somme colossale qu'a injecté Sabodala Gold Operation dans le tissu économique. C'est le groupe minier Endeavour Mining à travers sa filiale qui l'a rendu public hier mardi dans son rapport comptant pour l'année 2021 relativement 1,6% et le taux de contribution dans le produit intérieur brut national en liaison à sa contribution économique et fiscale, plaçant le groupe minier dans le cercle de ceux qui offrent des avantages substantiels au pays d'accueil. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, l'intégrité sociale entre pays de la sous-région est l'objet du partenariat concrétisé entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Le pays d'Amilcar Cabral veut s'inspirer du Haut Conseil national du dialogue social du Sénégal voisin, reçu par la présidente Innocence Ntap Ndiaye. Julien Yombounon, ministre du Travail, a déroulé sa visite de prospection dans l'institution, compte rendu à Alioune Badara Ndiaye et Basile Mané. Le Haut Conseil du dialogue social a reçu la visite du ministre du Travail et de la fonction publique de la Guinée, M. Julien Yombounon. Venu s'enquérir du système de travail de l'Institut, le ministre se dit satisfait des échanges. Notre objectif a été atteint parce que lorsque nous avons envisagé de venir ici rencontrer les deux ministères en charge du travail et de la fonction publique et donc du dialogue social, nous étions venus pour comprendre un peu comment ça fonctionne, notamment le dialogue social au Sénégal, à un moment où nous sommes en train de mettre en place cette même structure, en tout cas le répondant de cette structure en Guinée, à savoir en Guinée c'est le CNDS, le Conseil national du dialogue social. Beaucoup de points en commun ont été notés entre les deux pays lors de cette séance de travail avec le Conseil national du dialogue social de la Guinée qu'on a créé. Ce qui est important, les échanges ont démontré que nous avons également quelque chose à apprendre de la Guinée. Ce qu'il faut dire en ce qui concerne le dialogue social, c'est que la Guinée s'est dotée d'une institution tripartite et Monsieur le ministre a identifié cette institution parmi d'autres qu'il doit visiter. Je pense que nous avons beaucoup de problématiques en commun, on a échangé avec ces délégations et espère qu'une coopération fructueuse va naître de cette visite effectuée au sein de l'institution. Lors de cette séance de travail, les difficultés minières, principal noyau des problèmes en Guinée, ont été au centre des débats. Lors de ce séminaire présidé par la présidente du Haut Conseil du dialogue social, les deux pays ont signé une convention afin de fructifier les rapports des deux pays. Parlons aussi de cette actualité autour du rapport de la Cour des comptes. Près de 20 milliards de nos francs sont considérés comme des dépenses sans lien avec la Covid-19. La Cour des comptes est parvenue à ce résultat, selon nos confrères de Dakaractu, par l'analyse des pièces justificatives de dépenses relatives au plan de résilience économique et sociale, d'où son incohérence à la lutte contre le Covid. L'ouverture d'une information judiciaire se confirme de plus en plus on parcourt le rapport 2020-2021 de la Cour des comptes, plus les irrégularités sur le fonds Force Covid-19 asphyxient plusieurs ministères rattachés, ainsi soupçonnés que sont celles de la fonction publique et du renouveau du service public, de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique, le ministère du Commerce et des petites et moyennes entreprises, celle en charge des mines et de la géologie, l'Agence nationale de la maison de l'outil, le ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, de l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole, de l'Agence pour la gestion du patrimoine bâti de l'État et de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes, l'absence d'un cadre de dialogue, de gestion
est devenue l'hypothèse de cet insuccès dans le pilotage. Et pour finir, parlons de cette actualité. Les activités sont au ralenti à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie de l'UCAD. Les étudiants refusent de regagner les amphis depuis plus de 120 heures. Ils exigent la satisfaction de leur plateforme revendicative qui tourne autour de 3 points. Pour plus de détails, suivons les explications de Al-Amin Bitei, président de la commission presse. Il s'était entretenu avec Cheikh. À savoir une question de rémunération de stage pour les 5e années de médecine, également une construction d'un amphithéâtre pour la faculté, une vaccination effective contre l'hépatite B de tous les étudiants de la faculté. Ce sont ces 3 problèmes qui sont les problèmes principaux, mais il y en a également d'autres, à savoir les lenteurs administratives qui sévissent à l'intérieur même de la faculté. Il y a également des conditions d'études, des conditions d'évaluation qui sont précaires au niveau même de la faculté, que ce soit en odontologie, que ce soit en pharmacie, bien même en médecine. Donc je pense que pour la question de vaccination, on a connu l'année passée une petite avancée par rapport à ça parce que le ministère avait déposé 15 millions de francs CFA dans les comptes de la PNLH, programme de lutte contre les hépatites. Également, mais cette somme n'est pas suffisante pour couvrir l'ensemble des étudiants de la faculté de médecine. Et nous, ce qu'on s'était dit en fait, c'est de pouvoir vacciner l'ensemble des étudiants de la faculté, mais également de pérenniser cela, c'est-à-dire de vacciner chaque nouvelle génération qui entre dans la faculté. Pour les 2 autres questions, ou bien même 3 autres questions, il n'y en a eu aucune avancée par rapport à cela. Et nous déplorons également, avec fermeté cette attitude vis-à-vis du ministère. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes.